À la une de l'actualité ce soir, le Burkina Faso pris à partie par une certaine opinion publique camerounaise. Elle accuse le Burkinabé Sita Sangaré, membre du comité exécutif de la CAF, de s'être prononcé en faveur du report de la Coupe africaine des Nations prévue justement au Cameroun. Dans la foulée, la Fédération burkinabé de football s'en démarque. Sita Sangaré, lui, ne reconnaît pas les faits. Que se passe-t-il alors? Plus de précisions tout à l'heure. Les libertés syndicales sont violées au Burkina Faso. Le gouvernement est sur le banc des accusés. C'est un rapport d'étude commandité par la Confédération générale du travail du Burkina. Les conclusions ont été rendues publiques ce mardi. Pendant ce temps, l'administration judiciaire, elle, est préoccupée par les maux qui minent son fonctionnement. Corruption, lenteur dans le traitement des dossiers. Les citoyens ne se retrouvent pas par moments en leur justice. La situation est bien connue par les acteurs. Et au dernier CASEM du département dirigé par Victoria Kibora, les réflexions sont posées afin de redorer le blason de l'institution. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre. Tout est parti d'une réunion par visioconférence tenue le 19 décembre dernier à Doha au Qatar sur l'organisation de la phase finale de la CAN Cameroun 2021. À l'issue de la réunion, certains médias ont annoncé que le Burkinabé Sita Sangaré, ancien président de la Fédération burkinabé de football et membre du comité exécutif de la Confédération africaine de football, aurait approuvé le report de la compétition. Il n'en a pas fallu plus pour créer l'indignation au sein de l'opinion camerounaise. Certains Burkinabés auraient même été pris à partie. Le Burkina est qualifié de traite. La réaction de la FBF ne s'est pas faite attendre. Elle se démarque de tout ceci. De son côté, l'incriminé Sita Sangaré, lui, également ne reconnaît pas les faits. Tout un imbroglio que nous expliquent Madi Zongo et Madi Nationou. Le comité exécutif de la Confédération africaine de football a tenu une session le 19 décembre dernier à Doha au Qatar. L'instance dirigeante du sport roi s'est penchée sur la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations prévue se tenir du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. À l'issue du vote, certains confrères ont attribué à l'Égyptien Hani Aborida, au Marocain Fawzi Lekja et surtout au Burkinabé Sita Sangaré, ancien président de la Fédération burkinabé de football, les 3 voix ayant demandé le report de l'événement. Il n'en fallait pas plus pour provoquer la réaction de l'opinion camerounaise, dont le nouveau président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o. Des débuts de représailles auraient été exercés sur les Burkinabés résidant au Cameroun. Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, la Fédération burkinabé de football dit ne pas être associée d'aucune manière à cette prise de position qui n'engage que son auteur. Le colonel Sita Sangaré ne se reconnaîtrait pas dans cette accusation. Je n'ai pas proposé le report de la CAN, j'ai demandé plus de garanties sanitaires des autorités camerounaises, a déclaré l'ancien patron de la FBF. Je vous le disais en titre, c'est un rapport sur les atteintes à la liberté syndicale au Burkina Faso qui accable le gouvernement. La liberté syndicale est un droit fondamental remis en cause depuis ces dernières années selon le rapport commandité par la CGTB, la Confédération générale du travail du Burkina. Une étude qui présente d'une part les problèmes de conformité des textes nationaux avec les conventions internationales et d'autre part, elle fait cas des allégations et des cas de graves violations. Plus de précisions avec Tiané Boro, l'un des consultants de cette étude. Ce qu'il faut retenir de ce rapport, c'est que ça rappelle qu'en ce qui concerne par exemple les problèmes de conformité, il y a un certain nombre de textes, notamment le Code du travail, sur 2 ou 3 articles qui ne sont pas conformes donc au principe de la liberté syndicale. Il y a également la loi sur la liberté syndicale, un article qu'il faut revoir par rapport donc au principe de la liberté syndicale. Il y a également un arrêté sur la réquisition qu'il faut revoir parce que ça apporte atteinte donc à la liberté syndicale. En plus donc des problèmes de conformité, on a les cas d'atteinte, notamment le fait donc de refuser donc d'accorder des salles, de permettre donc de donner, de refuser donc de donner des autorisations d'absence à des travailleurs pour participer à des activités syndicales. Ça c'est au niveau donc des allégations au droit donc
de participer aux activités. Il y a également le fait qu'on refuse la constitution d'une organisation syndicale, c'est le cas de l'APN. Le fait qu'on suspend de façon donc administrative, c'est-à-dire que par le gouvernement, des organisations syndicales, leur activité et des membres, c'est une atteinte donc à la liberté syndicale. Parce que cela devrait se faire donc par la voie judiciaire. À présent, cette question, comment instaurer la confiance entre justiciers et justiciables, une question qui a tout son sens dans un contexte où des griefs sont reprochés aux acteurs judiciaires. Corruption, lenteur dans le traitement des dossiers, bref, l'administration judiciaire burkinabé a du plomb dans l'aile. Comment changer la donne? Eh bien, les acteurs se sont retrouvés hier autour de leur ministre pour en discuter. Des propositions concrètes sont attendues à la fin de ce dernier conseil d'administration du secteur ministériel du département de la justice et des droits humains. Maxime Ilboudou. C'est l'un des défis majeurs à relever par le département de Victoria Kibora. La satisfaction des justiciables vis-à-vis de la justice, les lenteurs dans le traitement des dossiers, la corruption du personnel et le déficit de transparence dans le jugement sont entre autres les mots qui ternissent l'image de la justice. Certes, des efforts ont été consentis pour le renforcement de l'accès à la justice pour tous, mais les attentes restent nombreuses. Nous avons relevé le problème même de communication entre le justiciable et puis le magistrat. Et il y a l'analphabétisme qui pèse, c'est vrai, mais on a relevé surtout que les justiciables qui ne sont pas initiés au droit ont des difficultés pour accéder à la justice parce qu'ils ignorent les procédures judiciaires. À cela, il s'ajoute également le problème de crédibilité et d'impartialité du juge qu'on a également relevé. Tout cela concourt à mettre à mal l'accessibilité du justiciable à la justice au niveau du Burkina Faso. Face à ces insuffisances, les acteurs du droit réunis dans le cadre du conseil d'administration de l'année 2021 réfléchissent sur des propositions à mettre en œuvre pour répondre aux aspirations des justiciables. Parmi les recommandations, il y a la construction de juridictions dans les localités dont le besoin est perceptible et le recrutement de personnel. Des recommandations qui, d'ailleurs, pour la plupart, sont déjà consignées dans un certain nombre de rapports et de documents et qui tiennent essentiellement au renforcement des dispositifs donc, de contrôle dans les différents établissements pénitentiaires, qui tiennent à la normalisation des établissements pénitentiaires, à davantage de formation pour le personnel des établissements pénitentiaires sur le respect des droits des personnes détenues. Au menu des échanges également, le réajustement du personnel du ministère de la Justice, des Droits humains et de la promotion civique. Depuis la formation du gouvernement Lassina Zerbo, le secteur des droits humains est confié à Victoria Kibora, nécessitant ainsi des réformes au sein de certaines directions. Un seul ministère ne peut pas avoir deux directions des ressources humaines, donc obligatoirement une personne doit partir, DGS, DAF tous les services techniques ne peuvent pas revenir en doublon. Il y a un qui doit être retenu et l'autre. Donc je pense que ça, on n'a pas le choix et je crois que tous les acteurs ont compris cela. Les participants se sont penchés aussi sur le processus de passation des marchés publics. Au 30 novembre 2021, le ministère de la Justice enregistre un taux de réalisation physique de ses activités de l'ordre de 80%. C'est justement un acte fortement recommandé par la justice car il assure une certaine protection juridique aux couples. Il s'agit bien du mariage civil. 27 couples viennent de se mettre en règle vis-à-vis de la loi et ce, grâce au conseil municipal de Pabré, un mariage collectif célébré le samedi dernier. Sandrine Zougri. Elles sont les plus belles et certainement les plus heureuses en ce jour. Leurs conjoints ne sont également pas en reste à cette célébration de noces. Se jurer fidélité et amour, une grâce pour le couple Gansouri. Un jour vraiment spécial. C'est ça, tout à fait. Qu'est-ce que vous ressentez?
Un jour aussi attendu, vraiment impatiemment. Et voilà, Dieu a fait grâce aujourd'hui, vraiment, je suis vraiment dans le bonheur. Oui, la joie immense. La joie était perceptible à cette salle des fêtes de la mairie de Pabri, à la faveur d'un mariage collectif. Au nom de la loi. Hey! 27 couples se sont mis en règle avec la loi. Si aujourd'hui le rêve de ces nouveaux mariés est réalisé, c'est grâce au conseil municipal de Pabri. Car comme le disent la loi et les saintes écritures, la place de la femme, c'est auprès de son homme. À l'occasion des fêtes d'année, que le conseil municipal a décidé d'organiser ce mariage collectif pour permettre à plusieurs couples qui vivent ensemble ou qui veulent vivre ensemble de pouvoir célébrer leur union. Un mariage civilo-militaire parce que l'INSO à l'armée nous a écrit pour demander si on pouvait organiser un mariage collectif à l'intention des militaires. Et nous avons répondu oui, puisque nous l'avions déjà programmé. Et bien sûr, nous avons demandé aussi le concours de l'Église catholique pour qu'il puisse inciter les citoyens qui viennent à l'église se marier et pour qu'ils viennent aussi à la mairie. Comme le couple Gansoré, le bonheur est au rendez-vous chez les autres. Ça permet à nous les FDS de sécuriser nos familles. Madame, c'est scellé pour la vie. Oui, c'est scellé pour la vie. Ça, c'est carrément pour la vie. C'est parti pour l'éternité. On prie Dieu vraiment que tout se passe bien, que vraiment l'amour nous unisse pour toujours. Voilà, on est vraiment contents du fait qu'on soit mariés. Madame est là. Ce mariage civilo-militaire a pour objectif non seulement d'amener les couples à régulariser leur situation, mais aussi cela permettra de protéger la famille face à certaines situations. Le conseil municipal de Pabri envisage organiser dans les jours à venir d'autres mariages collectifs. Aller au-delà du simple rôle de prestataire de services, les ONG humanitaires au Burkina Faso ne sont pas contentes des missions qui leur sont assignées. Elles estiment qu'elles sont résumées à de simples prestataires. Pourtant, elles valent bien plus que ce rôle. Sous la houlette du SPONG, le secrétariat permanent des organisations non gouvernementales, elles appellent à un positionnement de premier plan dans la réponse humanitaire, née de l'insécurité qui gangrène le Burkina Faso. Alexis Belemnaba. Selon le SPONG, Secrétariat national des organisations non gouvernementales, les ONG nationales évoluant dans le domaine de l'humanitaire sont confinées au simple rôle de prestateurs de services. Une situation qui n'est pas du goût de la fêtière des ONG au Burkina Faso. Elle souhaite que les ONG nationales puissent jouer leur premier rôle sur le terrain en ce qui concerne la réponse humanitaire née de l'insécurité. Le rapport lancé ce 16 décembre permet aux acteurs nationaux de faire le point sur les pratiques existantes. Il y a pas mal d'acteurs et de partenaires internationaux qui ont voulu voler au secours de notre pays à travers l'intervention des ONG internationales humanitaires. Mais parfois, dans cette réponse urgente, les acteurs locaux semblent être les oubliés du système. En ce sens que nous, en tant que porte-parole des ONG nationales, le souhait, c'est que les acteurs nationaux, les ONG locales, nationales, puissent être accompagnés à développer une certaine expertise, pour ne pas dire une expertise certaine, et aussi assurer un leadership local à même de pouvoir nous permettre d'assurer par nous-mêmes la réponse humanitaire. Ce rapport contient également des recommandations afin de permettre aux ONG nationales de développer leur leadership sur le terrain. Le rapport recommande qu'on puisse aussi travailler à capaciter donc une expertise nationale à même de pouvoir répondre efficacement à la crise humanitaire, qu'on puisse travailler donc à ce que ces acteurs ne jouent pas, les acteurs nationaux ne jouent pas le simple rôle de prestataire, mais soient vraiment des porteurs des initiatives de la réponse au niveau local. Donc, c'est des engagements qui sont pris aussi en termes de localisation de l'aide, à savoir les transferts de ressources qui devraient arriver, que certains bailleurs internationaux ont promis, mais qui n'arrivent pas, de sorte qu'on a des acteurs locaux qui font face à des difficultés sur le terrain, mais qui se retrouvent parfois les mains vides.
Le Conseil danois pour les réfugiés a également élaboré un rapport d'urgence sur les interventions des organisations internationales dans 3 pays du Liptako-Gourma, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Les résultats ont aussi été présentés à cet atelier. Voici un autre front où les ONG agissent au Burkina Faso. La lutte contre la malnutrition mobilise l'ONG Save the Children et ses partenaires qui soutiennent le Passanat Nutrition. Le programme d'appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à l'agriculture durable et à la résilience au Burkina Faso est mis en œuvre depuis 2018. À l'heure du bilan à mi-parcours, des résultats concrets ont été réalisés dans la province de la Léraba, l'une des provinces où la nutrition frappe de plein fouet. Wilfried Cédric Mabiou. Avec un seuil de 33,5% de malnutrition chronique, correspondant à un niveau critique selon les références de l'Organisation mondiale de la santé OMS, la région des Cascades est l'une des régions les plus impactées par la malnutrition au Burkina Faso. Ce fait a conduit le consortium Save the Children et Initiative communautaire de prise en charge à mettre en œuvre le programme d'appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à l'agriculture durable et à la résilience Passanat Nutrition, démarré en 2018 et dont le bilan à mi-parcours a été présenté au pied des pics de Sendou, dans la Léraba. Cette malnutrition-là également est due à un certain nombre de facteurs au niveau de ces formations sanitaires, notamment en termes de renforcement de capacité et aussi par rapport au bon comportement à adopter en matière d'alimentation, de nourrition et du jeune enfant dans les communautés. À cela s'associent aussi les données de l'enquête SMART, donc c'est cela vraiment qui a motivé le consortium à mettre en œuvre en fait ce projet. Ayant pour objectif de prévenir la malnutrition chronique dans la province de la Léraba, le projet Passanat a accompagné les ménages vulnérables, les formations sanitaires et les élus locaux en renforcement des capacités, en appui financier et matériel de soutien en production agricole et animale. Au vu des résultats à mi-parcours, les autorités locales plaident pour une seconde phase du projet. Nous sommes satisfaits de la mise en œuvre de ce projet dans notre province et nous profitons en tout cas de votre micro pour faire un plaidoyer pour une seconde phase de la mise en œuvre de ce projet parce que les résultats ont été très satisfaisants et très visibles dans la province de la Léraba. Au cours de cette rencontre, 5 centres de santé et de promotion sociale de la province de la Léraba ont été récompensés en matériel d'équipement et financièrement pour leurs bonnes prestations. Le projet Passanat a une durée de 4 ans et est financé par l'Union européenne. Aux côtés des personnes vulnérables également, l'ONG Vétérinaires sans frontières et ses partenaires techniques et financiers, ils sont porteurs du projet régional d'urgence exceptionnel en faveur des pays membres du G5 Sahel pour la lutte contre la pandémie à coronavirus. Il s'agit pour cette initiative de soutenir financièrement non seulement, mais aussi renforcer les capacités de gestion des associations et des groupements féminins. Au total, une vingtaine de structures féminines implantées dans les régions à fort défi sécuritaire a bénéficié de cet appui. Regardez. Elles sont des représentantes d'associations et de groupements féminins. Elles ont une particularité, toutes sont frappées de plein fouet par la double crise sanitaire et sécuritaire qui sévit au Burkina Faso. Ces femmes ne sont plus seules. À leur côté se tient le projet régional d'urgence exceptionnel en faveur des pays membres du G5 Sahel pour la lutte contre la pandémie à coronavirus. Concrètement, chaque association, 20 en tout, vient de recevoir un chèque de 3,5 millions de francs CFA. Et moi, ce qui me réjouit, c'est qu'avant de nous donner les chèques ce matin, nous avons quand même bénéficié d'un appui en renforcement de capacité de 5 jours. Et ce renforcement de capacité consistait à la gestion administrative, comptable et financière de nos structures. En tout cas, au bout de ces 5 jours, nous avons acquis des connaissances pour gérer le peu que nous avions, le peu que nous aurons et le peu que nous avons. Derrière la mise en œuvre de ce projet régional, l'ONG Vétérinaires sans frontières,
le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, la Banque mondiale et le G5 Sahel. À travers ces associations, le projet vise également à appuyer, à soutenir les groupes les plus vulnérables affectés par le déplacement forcé au Burkina Faso, qui puissent mettre en œuvre des activités pouvant leur permettre de se prendre en charge et de prendre en charge les personnes qui sont à leur charge. Permettez-moi la tautologie. Il est très important de mentionner que c'est un projet qui est mis en œuvre dans le cadre de la réduction des effets néfastes de la pandémie de Covid-19. Et cette composante spécifique qui est l'objet de cette cérémonie est tout aussi importante que les autres parce que vous savez que les femmes et les associations féminines emploient beaucoup de personnes. Et donc, si leurs activités étaient sérieusement perturbées, les difficultés d'approvisionnement, les difficultés d'accéder au marché, les difficultés même d'avoir de la clientèle. Et donc, il fallait au moins les aider à les maintenir ou à les reprendre pour celles qui les ont perdues. Des fonds qui devraient permettre aux associations de renforcer ou de reprendre leurs activités impactées par les crises sanitaires et sécuritaires. Le coût global de ce projet, dont une de ses composantes constitue cette remise de chèques, est évalué à plus de 11 milliards et demi de francs CFA, une somme repartie entre les 5 pays membres du G5 Sahel. Si vous habitez ces quartiers de la capitale, Ouaga 2000, Bonheurville, Balkui et Yagma, entre autres, vous l'aurez constaté certainement, le service de desserte en eau est perturbé depuis quelque temps. Une situation due à des problèmes techniques que l'Office national de l'eau et de l'assainissement rencontre au niveau de la station d'épuration d'eau de Ziga. À en croire les techniciens, l'eau est de retour dans les robinets et tout est mis en œuvre pour éviter d'éventuels désagréments. Arsène Konditamde nous en dit plus. C'est ici, à la station de traitement d'eau potable de Ziga 1 et 2, qu'est survenu le problème qui a engendré les perturbations de la desserte en eau des quartiers comme Ouaga 2000, Bonheurville, Balkui et Yagman, entre autres. Selon le directeur régional de Ouagadougou, l'eau du barrage de Ziga connaissait une turbidité moins élevée que l'année dernière. Comme à l'accoutumée, les services techniques ont donc entrepris le changement de produit pour s'adapter à la nouvelle donne. Mais certains appareils ont connu des dysfonctionnements. On a un produit qu'on appelle le polychlorure d'aluminium que nous utilisons communément quand les tubidités sont très élevées. Et nous avons voulu passer au sulfate d'alumine. Et c'est au niveau de ce passage, de ce basculement-là, que nous avons rencontré des problèmes sur les pompes doseuses responsables donc d'injecter des produits. Nous avons des checklists, donc avant de démarrer donc, nos équipements, que nous passons en revue. Donc, nonobstant tout ça, voyez-vous, nous avons eu des difficultés. C'est pour dire que c'est des choses qui peuvent techniquement arriver. Selon l'ONEA, tout est désormais sous contrôle. L'Office rassure que les techniciens sont à pied d'œuvre pour toujours offrir une eau en quantité et en qualité au Burkinabé. Au nom du directeur général de l'ONEA, nous tenons à nous excuser auprès de notre aimable clientèle et les rassurer que l'ONEA est toujours à leur service. L'ONEA ne ménage aucun effort, ne ménagera aucun effort donc, pour la satisfaction en matière d'eau en quantité et en qualité pour leur consommation. Et les rassurer aussi que l'eau que nous donnons aux populations, c'est la denrée la plus contrôlée dans le monde et au Burkina Faso. La station de Ziga 1 et 2 produit environ 12 000 mètres cubes d'eau par heure et permet d'alimenter 70% de la ville de Ouagadougou. Les 30% restants sont fournis par la station de traitement de Paspanga, une station qui produit environ 45 000 mètres cubes par jour pour alimenter le centre-ville de la capitale, en plus de certains quartiers comme Gounguin, Nemné, Larlé et une partie de Pissi. L'eau constitue l'un de ses centres d'intérêt. L'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement a tenu la 9e édition de ses journées doctorales, un rendez-vous scientifique dédié aux chercheurs et aux doctorants. L'idée pour DGE, c'est de mettre la recherche au service du développement. Maxime Boudot.
Ils sont enseignants, chercheurs, professeurs associés, doctorants, étudiants et jeunes entrepreneurs porteurs de projets. Près de 300 personnes prennent part à cette 9e édition des Journées doctorales à l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement à Ouagadougou. Cette rencontre vise à offrir aux chercheurs et aux doctorants un espace de saine émulation dans les domaines du climat, de l'eau et de l'assainissement et des énergies renouvelables. C'est dire simplement l'importance de la recherche pour nos pays afin de pouvoir trouver par nous-mêmes les réponses adéquates à nos propres questionnements. Nous sommes convaincus que la recherche peut à moyen terme aider nos pays à sortir de la crise économique et des injustices sociales qu'elle engendre. En plus des concours Mon projet innovant en 120 secondes et Ma thèse en 180 secondes, cette édition apporte des innovations majeures. Ce sont notamment le café RSE sur le thème Impact sociétal de la recherche et innovation et un atelier de formation sur le transfert de technologies de la recherche et innovation. Autant les flux de la recherche nourrissent le développement et la rentabilité des entreprises, autant ces entreprises doivent soutenir les projets de recherche afin d'améliorer les savoir-faire et aboutir à la transformation positive des conditions de vie des populations. Le thème des journées doctorales de cette année est Science, innovation et entrepreneuriat pour le développement. L'Institut des Yeux accueille une trentaine de doctorants issus d'une dizaine de nationalités. Un élément réalisé plus tôt par Archimède Boy. L'aventure a débuté en 2011 au Burkina Faso et l'histoire continue de s'écrire de la plus belle des manières. Aujourd'hui, Coris Assurance a 10 ans dans le secteur de l'assurance. Un jubilé d'été marqué d'une pierre blanche. La société marque donc une halte au cours d'une soirée pour dire merci à ses partenaires et surtout à ses agents ainsi que ses clients. Luc Pacbelgen. Coris Assurance a 10 ans et cet anniversaire, la société n'a pas voulu qu'il passe inaperçu. Au cours de ce dîner gala, Coris Assurance a réuni ses partenaires, en l'occurrence les clients, qui ont fait d'elle le leader de l'assurance au Burkina Faso pour magnifier les 10 ans de parcours. Alors, des chiffres, déjà, nous pouvons dire que nous sommes leader du marché. Donc, le parc automobile national est en grande partie, dans sa majorité, assuré par Coris Assurance, les particuliers et autres, et les institutions. Et compte tenu, bien sûr, de la confiance qu'ils nous font en raison de la qualité de nos produits. Et ce qui nous vaut d'être, en tout cas, positionné sur notre marché comme l'assureur numéro 1 sur cette branche d'activité. Et aujourd'hui, nous sommes la société la plus rentable. Donc, cela aussi est le fruit et le résultat plutôt d'une bonne gouvernance, d'une bonne gestion, d'une maîtrise des risques liés donc au fonctionnement de notre société. Et nous avons pu également mobiliser beaucoup de ressources. La cérémonie a été ponctuée par une remise d'attestations et de trophées à des personnalités, des agences Coris Assurance et à des clients. Si Ousseini Dermé a reçu une attestation pour avoir été le premier client de Coris Assurance à Sankariari, l'agence Mobilis, quant à elle, reçoit un trophée pour avoir réalisé un chiffre d'affaires de 971 millions de francs CFA. Ce qui est encore plus satisfaisant pour nous, c'est aujourd'hui les indicateurs en matière donc de règlement de sinistres au profit de nos clients. Il est prévu de nouveaux produits qui vont bientôt en réalité être mis sur le marché. Cette année déjà, nous avons notre produit Autoprotect qui a été déjà mis sur le marché, qui est bien apprécié de la clientèle. Mais nous avons prévu de faire de la digitalisation, l'assurance de la digitalisation de nos services pour faciliter donc l'accessibilité de nos produits en réalité à nos clients. Et donc nous voudrons rassurer l'ensemble de nos clients et de nos partenaires que le meilleur reste à venir. À la faveur de ce jubilé d'étain de Coris Assurance, le conseil d'administration et toute la compagnie d'assurance
se satisfont de la marge de progression de la maison commune et promettent s'inscrire dans une dynamique d'innovation pour une satisfaction de la clientèle. Ce journal qui s'achève, merci à tous de l'avoir suivi. Si vous nous suivez depuis la commune de Pibaoré dans le San Matenga, eh bien, soyez-en remerciés. À demain pour d'autres actualités, Inch'Allah.